Oui, messieurs. Ça fait quel effet? Des frissons. On va faire un vrai débat. Alors. Voilà. Donc, en gros, vous n'avez pas aimé. Mais en tout cas, merci Pascal, merci Eric d'être ici aujourd'hui au Erasmus Film Festival. C'est la deuxième journée. On a eu le vendredi, c'était l'ouverture. Et tout à l'heure, Nadia Basquito, la directrice du festival, a dit pourquoi effectivement le film a dit pourquoi, je reprends, donc a dit pourquoi le film avait été choisi, parce que c'est important ici, les films sont choisis, vraiment, les films sont regardés, ils sont vus dans des salles, les sélectionneurs, donc Nadia et Eric, qui organisent le festival, se déplacent aussi dans des festivals, enfin voilà, donc, ils voient les films, quoi. Et les films ne sont pas choisis au hasard, et on a eu vraiment un coup de cœur pour votre film, qui est à la fois tendre, drôle, un peu perché, mais on va en parler. Voilà, je vais d'abord... Après, évidemment, vous aurez le micro, c'est important, vous direz ce que vous avez pensé du film, je vous l'avais déjà un peu dit, et vous pourrez poser des questions, mais je vous laisse revenir un petit peu, là, tranquillement, et je fais un peu de travail. Bon, vous nous avez cueillis. Vous nous avez tous cueillis, toutes et tous. Moi, j'aime déjà le comédien, j'aime beaucoup le cinéaste, je me souviens d'un film que j'avais adoré, qui est Tête de Turc. Est-ce que vous l'avez vu dans la salle ? Eh bien, je vous recommande. En 1962, je crois. En tout cas, c'est bien. C'est autre chose, mais c'est très très bien. Comment est née l'idée, c'est une question un peu originale, mais elle est importante, comment est née l'idée de On est fait pour s'entendre? Hein? D'accord, je crois comprendre. Alors, évidemment, comme vous l'avez compris, c'est un film assez personnel. J'aurais aimé vous dire que je me suis inspiré d'un ami qui malheureusement a perdu de l'audition parce qu'en rentrant de la guerre, non mais c'est moi qui ai perdu de l'audition. Et ça m'est tombé dessus, il y a quelques années, j'étais détecté assez tard et un jour je suis tombé sur un livre d'un auteur britannique que j'aime beaucoup qui s'appelle David Lodge, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Ma vie en sourdine. En sourdine, hein, c'est un peu ma nouvelle vie. Et il a mis des mots sur des choses que je ressentais très fort. Il a mis le talent d'un auteur qui vous fait ressentir des choses que vous partagez complètement avec lui. Je me suis dit, j'aimerais aussi en faire un film, pas de ce bouquin, mais de ce que je peux moi vivre depuis quelques années. Et je cherchais un sujet de comédie. Et en fait, j'avais envie de parler d'un film qui parle de nous, de notre rapport à l'autre. Évidemment, dans ce film-là, tous les personnages ont tous, évidemment, ils sont tous un peu cabossés, ils ont tous, personne n'avance droit comme un i. J'avais envie de parler de nos différences. Et par le fait que ce sont peut-être nos différences ou nos singularités, ou notre handicap, qui parfois aussi nous définissent et nous font avancer. Ça parle d'altérité aussi, c'est un des thèmes du film. La question que je voulais vous poser, alors vous dites que c'était il y a quelques années ça peut vouloir dire, ça fait combien de temps à peu près? Que je suis... Sans être indiscret. Non, ça doit faire, je pense, 8-10 ans. D'accord. Et vous avez eu, tout de suite, vous avez porté en vous cette idée de vous exprimer, de faire un film sur le sujet, où il a fallu un peu attendre et c'est venu plus tard? Ah non, vous savez, c'est comme le personnage d'Antoine, hein. Vous passez par des étapes un peu, quand on découvre qu'on a perdu de l'audition, on est un peu dans le déni. On dit que c'est les autres qui articulent pas assez fort, qui parlent pas assez fort, enfin, on est un peu à l'ouest. Et puis après, on se rend compte que le problème vient de l'intérieur, que c'est pas les autres le problème. Et puis après, je me rappelle, j'allais dire la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'étais en train de tourner un film avec un acteur qui jouait en face de moi, qui parlait très doucement. Vous savez, comme ça, il est sûr de jouer juste. Je ne donnerai pas son nom parce qu'il s'agit d'André Dussolier. Et à la fin de cette journée, j'ai vu que j'étais à la peine, j'ai vu que je n'y arrivais plus. Donc j'ai appelé un camarade à moi qui est ORL, et il m'a fait exactement ce que j'ai écrit là, quoi. Moi j'ai cru que j'avais vraiment un problème de bouchon, enfin j'avais quelque chose qui était... Et j'étais comme Antoine en disant, bon, ça, je dois avoir un truc dans l'oreille, ça ne sait rien, ça ne doit rien de grave. Il m'a dit, bah si, t'entends vraiment plus comme avant, quoi. Et donc il y a cette prise de conscience qui est un peu violente, hein, c'est un peu violent, mais il
vous savez, en fait, ce genre de choses, évidemment que c'est compliqué, parce que c'est un handicap invisible, donc c'est assez ingrat à porter, parce qu'on passe notre temps à demander aux gens de répéter, ils passent leur temps à nous répéter les choses, en fait c'est désagréable pour les deux. C'est aussi bien pour se faire appareiller, c'est aussi une marque de respect pour notre entourage. C'est pas, notre entourage doit parfois prendre un peu plus on va dire, montrer un peu plus de patience, de précaution, parfois pour s'adresser à quelqu'un qui entend moins bien, surtout en face, c'est jamais mal, mais c'est aussi à la personne malentendante de faire un effort. Il y a beaucoup de gens que vous devez connaître, ou parmi vous, qui ont dû essayer les appareils, qui les ont jetés, parce que c'est insupportable, hein. Vous avez quand même l'impression, comme dans le film au début, vous avez l'impression de vivre au milieu d'un chantier métallurgique. C'est quand même très agressif, c'est enfin, ça impacte vraiment votre quotidien, votre perception. Et puis vous vous accrochez, parce qu'on est un animal social et hors de question de se détacher de l'autre, hein, de fuir la compagnie de l'autre. On n'existe que par rapport à l'autre, évidemment. Donc on s'accroche. Alors les premières semaines ou les premiers mois, un peu comme le personnage, si on a une tête comme ça, mais le jeu en vaut la chandelle, parce que ça me permet de renouer le dialogue, ça me permet de retourner voir mes camarades au théâtre, ça me permet de faire semblant de comprendre ce que les gens me racontent la plupart du temps. Oui, parce que vous savez, le quotidien, je dis souvent que on est un peu déséquilibriste, hein, parce que tous les jours, parfois, c'est compliqué de ne pas passer pour un abruti ou un rabat-joie, ou oui, quand on pense qu'on tape à côté ou qu'on fait exprès. C'est quand même une petite course d'obstacles. Ce que vous montrez exactement dans le film. Voilà, j'en ai fait un film, mais honnêtement, enfin, cette singularité, comme on pourrait dire, je l'ai trouvé, c'était un film rouge parfait pour parler de ce que j'avais envie de raconter, sur notre rapport à l'autre, sur cette communication qui a du mal aujourd'hui dans les familles, qui a du mal aussi dans la société, où on est devenu une société très clivée, on est pour ou contre, on est toujours obligé de s'affirmer contre l'autre, pas avec l'autre, de plus en plus. Je trouvais bien de raconter qu'un type, finalement, il va devoir apprendre à écouter le jouet bien sourd-aveugle, c'est ça l'ironie de la vie. Voilà, mais un peu comme le personnage de Violette, qui elle aussi est à l'arrêt, parce qu'elle a perdu sa voix et lui il est à l'arrêt, parce qu'il n'a pas tout son ouïe. Et ben c'est justement, ils se reconnaissent dans leurs différences et c'est peut-être ça qui va les faire avancer. C'est ce qu'on appelle on pourrait appeler ça des traumatismes fondateurs, vous voyez. Mais de façon générale, je pense que quand il vous tombe ce genre de truc sur le coin de la figure, il y a deux façons d'avancer. Hein. Il y a rentrer en résistance et quand même de s'en sortir, parce que moi j'aime la vie, j'aime aller vers l'autre. Et maintenant je suis devant vous aujourd'hui, vous vous rendez compte pour parler de ma surdité, c'est quand même... Au début, c'est pas un truc qu'on porte en étendard, en plus quand on fait un métier public et tout ça, c'est particulier et tout ça, mais il m'en arrive tellement dans le quotidien, si vous saviez, des choses assez drôles d'ailleurs, mais en général, c'est des choses qu'on a... Les gens sont souvent, quand ils nous parlent, dans les tournées province, ils sont toujours un peu gênés de dire qu'ils sont malentendants, parce que c'est un peu... On se moque de la malentendance souvent, parce que c'est un handicap un peu invisible, et puis c'est vrai qu'on finit toujours par entendre, donc c'est pas si grave. C'est pour ça qu'on peut s'en moquer, alors qu'on va jamais se moquer d'un type qui... de la cécité, par exemple. Comme je disais, il y avait une belle réplique d'un film, de mon film, pardon, où il disait à la fin du film, finalement j'aurais peut-être préféré être non-voyant, parce que moi on m'aurait offert un chien, on m'aurait fait traverser la rue, on m'aurait fait des films qui vont aux Oscars, il commençait à se plaindre. Mais en réalité, c'est beaucoup plus léger ce que je raconte. Oui, c'est de la malentendance, oui, ça peut être compliqué parfois, mais écoutez, c'est pas bien grave, et en fait, la meilleure façon c'est de sortir du bois et de le dire simplement. J'ai jamais vu, enfin quasiment jamais, j'ai jamais vu quelqu'un qui est parti en courant parce que je dis que j'entendais mal. Ça m'est arrivé une fois, avec une femme. Et apparemment elle m'a beaucoup parlé, et puis comme je répondais jamais, elle est partie. Je pense que, non mais ce que je vous raconte, c'est vrai. Je pense qu'elle a pensé que j'étais un espèce de profileur, un espèce de serial killer. Mais en fait, elle me parlait, elle pensait qu'on était en intimité, en complicité, en confiance. Et puis vous savez, parfois il faut enlever ces trucs-là, parce que sinon vous avez toujours un larcène dans l'oreille. Donc vous êtes un peu en mode à demain. Et si la personne elle a encore envie de vous faire des confidences sur l'oreiller, vous la regardez, puis vous souriez bêtement. Et c'est là qu'elle se dit, il est flippant ce mec-là, je vais le passer. Mais c'est vrai.
Maintenant, elle Je sait. préfère vous le raconter en rire, puis si elle était là, la personne, eh ben, je pense qu'elle aurait peut-être me voir pour dire je ne savais pas. Et puis il m'est arrivé une fois aussi, puis après je vous laisserai la parole. Il m'est arrivé une fois aussi d'être dans un avion. Et il y a une dame qui est venue me demander de l'aider, parce qu'elle avait un enfant dans les bras et elle voulait porter sa valise. Elle m'a demandé de l'aider, il paraît que je lui ai souri et je me suis assis. Oui, c'est compliqué quand même de passer pour un abruti. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir mon droit de réponse parce que je l'ai croisé 2 ans plus tard à un dîner. Et c'est là qu'elle m'a dit, je pensais vraiment que vous étiez un con. Et je lui ai dit non, un con peut-être, mais sourd. Alors Eric, j'aimerais savoir, on connaît assez mal le travail de producteur. On a toujours l'impression, quand on est un peu novice ou en dehors de ce milieu, le milieu du cinéma, que c'est chercher de l'argent. Alors je pense que c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. J'aimerais savoir d'abord ce qui vous a intéressé, pourquoi vous avez tenu à faire ce film, parce que c'est aussi votre film en tant que producteur, et aussi comment vous avez pu accompagner artistiquement Pascal. Alors déjà, c'est un projet assez particulier pour moi parce que, en général, je développe les projets depuis le début de l'écriture, depuis la base d'une idée ou d'un livre. J'accompagne des réalisateurs ou des scénaristes depuis le départ. Et là, Pascal est venu nous voir sur un projet qui était déjà écrit. Donc, c'est une manière un peu différente de rentrer dans l'univers de quelqu'un. Et il se trouve que voilà, on a rencontré Pascal avec mon associé et on nous a parlé de son sujet et tout de suite, ça nous a touchés. Donc on est parti sur cette histoire en se disant on a envie d'accompagner cette personne. Avant de chercher de l'argent ou quoi que ce soit, on s'est dit on a envie d'accompagner cette personne sur une histoire qui nous plaît, qui nous séduit. Pour moi, il y a eu un peu un avant et un après en effet pour son nom, parce que maintenant je regarde tout le monde de manière différente. C'est-à-dire que, étant sensible à ce sujet maintenant, je regarde, j'écoute pour voir si les gens qui sont en face de moi entendent bien ou pas. Parce que quand vous savez le nombre de malentendants qu'il y a en France, c'est quand même costaud quand il y a un Français sur 6. Donc du coup, je me suis rendu compte que dans ma propre famille, enfin surtout dans ma belle famille, quand ma belle-mère ne répondait pas, c'est pas parce qu'elle n'avait rien à faire, c'est qu'elle n'entendait pas en fait. Et du coup, j'ai un regard différent sur elle. Enfin, au départ. Mais ce qui est très beau dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, finalement, certains disent que non, mais le cinéma, ça modifie quand même le regard des gens et ça modifie nos vies. C'est un peu ce qui m'a donné envie de faire ce film, c'est qu'il y a des films qui sont des films agréables, qui sont des films spectacles, et puis de temps en temps, on a un film où on se dit qu'on peut avoir un micro-impact sur la société. Et je trouve que Pascal, quand il dit sortir du bois, de montrer que quelqu'un encore jeune puisse avouer qu'il a des problèmes d'audition, ça fait que plein d'autres derrière peuvent admettre, et puis du coup c'est plus un problème. Voilà. Est-ce que vous avez une première question, une réaction dans la salle? La première est toujours la plus difficile, mais vous êtes bien chaud, donc allez-y. Mais aussi juste pour finir ce que disait Eric, c'est que accompagner un film, évidemment, on parle de rien, on parle d'une idée, puis d'un coup, on se retrouve devant vous. Vous vous rendez compte un peu le chemin. Donc évidemment, quand on vient ici, pour nous, c'est pas juste ce qu'on appelle de la promo. Hein. C'est moi j'ai fait 30 villes de province, on rencontre le public, c'est la récompense absolue de vous voir. Parce que c'est comme ça qu'on sait, quand on entend vos réactions à la fin du film, c'est comme ça qu'on sait si on a bien travaillé ou non. C'est une récompense absolue. Moi je ne peux jamais me couper de vous. D'ailleurs ça m'a terriblement manqué pendant ces 2-3 dernières années d'être coupé du public. Pour nous on était, encore une fois c'est pas de la posture, mais on était, moi je me sens, enfin beaucoup de mes camarades on se sentait un peu orphelins. Vous voyez, c'est assez particulier parce qu'on n'existe pas à votre regard, c'est vous qui nous faites vivre. Mais ceux qui nous financent, c'est pas que des financiers. Un producteur, c'est aussi de croire à partir de quasiment rien, juste d'une lettre ou d'un scénario. C'est de dire qu'on va entraîner des gens, toute une aventure dessus, une équipe qui va travailler, qui va donner de la chair. Et c'est vrai que entre un bon et un mauvais producteur, je dirais que c'est tout le travail d'expertise et d'analyse. Avec Eric et avec les 2 autres producteurs, ils m'ont vraiment épaulé, ils m'ont vraiment encadré pour que cette histoire, finalement, devienne, j'allais dire, assez fédératrice, qu'elle devienne assez universelle. C'est aussi, on a besoin de ce regard-là. Même quand on écrit seul et que j'amène un projet, on n'était pas encore à la version aboutie, définitive. Et la première fois que j'ai montré le film au producteur, le premier montage, vous voyez,
Il n'y a pas encore la vraie musique, il n'y a pas la bonne image, mais c'est le premier montage, ce qu'on appelle un premier ours, un premier bout à bout. Et le producteur m'a dit, il m'avait dit, pour toi c'est la version quasiment définitive. Je dis, oui, pour moi là, il n'y a pas grand chose à changer. Le film faisait 1h55. À la fin de la projection, ils m'ont dit, le film il est super, mais il faut enlever 15 minutes. 15 minutes, c'est beaucoup. Et ils avaient raison. Le lendemain, j'avais, je crois, enlevé déjà 15 ou 20 minutes. Ça avait résonné dans la nuit. C'est pour vous dire que c'est vraiment, pour prendre un terme sportif, c'est un sport co, le cinéma. On a besoin du regard de l'autre. C'est un peu la thématique du film. Ensuite, on dit ça sur tous les films, à chaque fois, de projet, on dit bon, il y a 15 minutes à retirer, sur tous les films français, il y a 15 minutes à retirer. Tout ça. Enfin, il y a des films à retirer. Allez, première question. On lève la fin, on lève le milieu, voilà, casse-toi. Ah, voilà. Ah, voilà. On vous donne un micro. Bonsoir, merci beaucoup, j'ai passé un très bon moment. Le choix d'Emmanuel DeVos, est-ce que c'est un clin d'œil à un de ses premiers films, Sur mes lèvres? Le quoi? Le choix d'Emmanuel DeVos. Oui, non, c'est un clin d'œil, évidemment, mais Emmanuel, en fait, elle fait un peu partie de mon... Vous savez, c'est des gens qui sont dans le film, la plupart, c'est des gens qui font un peu partie de ma vie, c'est des gens avec qui j'ai travaillé comme acteur, et c'est un peu mon noyau dur, quoi. Emmanuel, quand j'avais 20 ans, j'ai fait un court-métrage. Elle était déjà une actrice assez confirmée, et elle jouait dans mon court-métrage. Vous vous rendez compte, c'était il y a j'avais 20 ans, ça devait être il y a une dizaine d'années. Et évidemment, quand là, on avait fait 2-3 films ensemble après, et puis quand je lui demande de faire ma frangine, de venir, ils savent que quand je leur fais une proposition, ils ont aussi la liberté de me dire non, réellement. Et elle m'a dit oui, parce que voilà, elle m'a prouvé son amitié, parce qu'elle a aimé le personnage, mais c'est vrai que je pensais aussi à ce film de Audiard où elle était malentendante, beaucoup plus lourdement équipée. Mais c'est drôle que finalement, de jouer ma soeur et de m'envoyer bouler en m'appelant PMC par la main. Alors qu'elle-même était dans cette problématique-là, finalement. Vous voyez, c'est bizarre de se passer le relais comme ça inconsciemment. Mais j'étais aussi très chanceux d'avoir, je ne parle pas assez souvent d'elle, mais d'avoir ma compagne dans le film, Sandrine Kiberlin. Avec qui j'avais aussi travaillé, et quand on a des acteurs comme ça aussi, ça donne. Vous pouvez travailler en amont, mais ça donne un écho et une résonance à votre film, d'être entouré. Pour moi, ça a facilité la tâche d'être devant et derrière, évidemment, c'était intense. Mais quand vous renvoyez la balle à ce genre d'acteurs, je pense aussi à François Berléand, Valérie Ronzelli, etc., c'est aussi beaucoup plus léger, beaucoup plus facile, parce que vous avez juste à vous mettre dans leur pas et ça glisse tout seul, c'est vrai. D'ailleurs, on en parlait un peu tout à l'heure lors du lancement du film, à la présentation. Vous avez raison, enfin, on a Sandrine Kiberlin, Valérie Donzelli, Emmanuel DeVos, Marc Villalonga, Claudia Tagbo, François Berléand, Michel Bougina, Ahmed Khelif. Là, j'ai pris un petit point de suspension. C'est merveilleux. Comment, bon, vous les connaissez, peut-être que certains sont des amis, mais c'est pas parce que ce sont vos potes, peut-être quelques-uns qui vont vous dire ok, on fait ton film. Non, ils me devaient à peu près tous de l'argent. J'avais gagné au loto il y a quelques années, c'est vrai que j'étais assez généreux, mais je m'en rappelle aussi. Non, ça vient, vous savez, tout vient du scénario. On ne fait pas un film par amitié, ça veut rien dire. Quelqu'un qui proposerait de faire un film parce que je suis son ami, je dirais que c'est une amitié qui serait pas une belle amitié. On peut pas dire oui à quelqu'un juste parce qu'on est amis. On dit oui à quelqu'un parce que ça résonne, parce qu'on en a envie, parce que c'est abouti. Et même Emmanuel DeVos, quand elle vient tourner 5 jours pour faire ma soeur, c'est parce qu'elle avait envie d'être ma soeur et de m'envoyer bouler, et que ça l'a fait sourire, qu'elle avait envie de jouer ça aussi, qu'elle avait envie de changer parfois de ses personnages qu'elle fait d'habitude. Et il faut leur donner quelque chose, évidemment, mais le moteur principal, c'est le scénario. Et après, il y a, j'allais dire, ma bienveillance avec peut-être les acteurs, ils savent comment je travaille avec eux, j'ai besoin de... On a fait ce film assez court finalement, on a tourné en 6 semaines et demie, ce qui était assez intense. Juste pour l'anecdote, c'est un film qu'on a tourné avant la pandémie,
au mois de février et qu'on a interrompu le 13 mars, le jour de mon anniversaire d'ailleurs, histoire d'avoir un beau petit cadeau là, bien pourri. Et on a interrompu le tournage pendant 2 mois et on était le premier film à avoir repris au déconfinement. Alors évidemment, quand on voit dans le film, nos personnages sont parfois confinés, repliés chez eux. Et là, tout d'un coup, on arrête le film au bout de 3 semaines, un peu à la vitesse d'un cheval au galop. Clac, le film s'arrête net. Et on se dit, on arrête là parce que on voyait bien on sentait bien que c'était crispé. Le président a fait une annonce 3 jours après pour dire confinement. Et on attend 2 mois, on attend de reprendre le tournage sans avoir aucune garantie, mais j'en ai jamais vraiment douté. Mais ce qui est fou, en réalité, c'est que quand le film s'est arrêté, j'avais 3 semaines de ce qu'on appelle des rushs, c'est les images du film sur mon ordinateur. J'ai jamais ouvert mon ordinateur pendant 2 mois. Je ne pensais plus du tout au film, tellement on a tous été impactés, vous voyez. J'étais incapable de me projeter dans quelque chose, donc on était toujours dans les nouvelles de la famille, des amis. Et quand le président